Le mauvais usage d'une liberté n'est pas un argument contre l'attribution de cette liberté. Là, je viens de marquer un penalty. Ça, c'est un penalty net et clair. Mais on sera d'accord Aucune là-dessus. religion ne valorise la souffrance. Non, c'est le catholicisme. Non, si. non, c'est mais fini. bon, mais ça c'est un autre débat. Qu'est-ce que vous attendez de ce débat? Une opposition frontale. Comme on a beaucoup de sujets d'accord avec Raïm Corsia, on a un vrai sujet de désaccord ici. Donc j'espère, en fait, non pas résoudre ce désaccord, mais le présenter de la façon la plus simple qui soit, et avoir accès et présenter à tout le monde les termes de ce débat qui est décisif, qu'il est très important d'avoir. Voilà ce que j'espère. D'abord d'entendre la position de Raphaël Enthoven sur ces questions essentielles. Il y a toujours une vision à la fois profonde sur le long cours de la pensée philosophique et en même temps tellement contemporaine. J'aime entrer dans les interstices de sa pensée, donc j'attends la rencontre. Voilà. Nos voisins suisses et belges ont légalisé cette pratique depuis des décennies. Dans un sondage IFOP de 2022, 94% des interrogés s'estimaient pour. En février dernier, 13 associations, représentant 800 000 soignants, refusaient catégoriquement de qualifier un tel acte de soin. Vous l'aurez compris, nous parlons d'euthanasie. L'euthanasie qui fait, avec le développement des soins palliatifs, partie des recommandations de la Convention citoyenne sur la fin de vie, dont les conclusions furent rendues en avril dernier. À la suite de cette convention, le président Macron annonçait un nouveau projet de loi sur le sujet. Prévu depuis des mois, la présentation du projet de loi sur la fin de vie à l'Assemblée a été reportée au moment de la visite du pape à Marseille les 22 et 23 septembre dernier, pour être finalement repoussée à 2024. La première version du texte, remise à l'Élysée par la ministre déléguée Agnès Firmin-Le s'articule autour de 3 axes. L'accès aux soins palliatifs, l'aide active à mourir et les droits des patients. Mais pourquoi a-t-on besoin d'une nouvelle loi sur le sujet? Est-ce la réalité qui a changé ou est-ce l'opinion des Français sur le sujet? L'euthanasie nous est de plus en plus présentée comme une nécessité. Pourquoi? Qu'en est-il? C'est le sujet de ce débat. Je m'appelle Elisabeth Geffroy, je suis journaliste et j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés aujourd'hui au Collège des Bernardins Raïm Corsia, grand rabbin de France, et Raphaël Enthoven, philosophe, écrivain, éditorialiste pour la revue Franc-Tireur. Merci de votre venue. Monsieur Enthoven, je me tourne vers vous pour la première question. Vous avez dit, je vous cite, « Je ne connais pas un seul adversaire de l'euthanasie qui ne soit chrétien ». Le Collège des Bernardins, vous êtes donc trouvé un adversaire qui n'est pas chrétien. Pourquoi avoir accepté ce débat? Précisément, ça me change un peu d'avoir un adversaire sur cette question qui ne soit pas chrétien, mais je retire volontiers cette phrase puisque, à ma connaissance, mon ami Raïm Corsia n'est pas encore chrétien. Pas du tout chrétien même. Et non. Mais moi, je retire la première phrase parce que Raphaël Enthoven n'est pas mon adversaire. Je me suis toujours inséré dans sa pensée. Moi, je vois, en revanche, sur ces questions, quelqu'un qui me force à sortir du confort, consiste à dire je suis contre parce que la Bible dit qu'on ne peut pas tuer quelqu'un. Et donc, ça oblige à penser les choses. Maintenant, je veux pas le faire changer d'avis. Je dis simplement que quand on présente les choses comme vous l'avez fait, à savoir un projet de loi avec amplification des soins palliatifs, c'est-à-dire un projet de loi qui vient 20 ans après le premier projet de loi qui parlait des soins palliatifs, qui démontre, puisqu'on est obligé d'en refaire un autre maintenant, ça veut dire un 4e depuis 2022, depuis 2002, qui, sur le 3e point, les droits des malades, c'était déjà le projet de loi Kouchner de 2002. Donc, on est en fait en train de dire que chez nous, en France, on fait des lois, on les applique pas, et 20 ans après, on se dit, mais pourquoi ça marche pas? Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'applique pas les lois qui existent déjà. Donc en fait, vous êtes en train de me dire que nous allons refaire une loi qui va reprendre l'idée de 2002, il faut des soins palliatifs, je suis d'accord. Il n'y a donc pas besoin de refaire une loi pour faire ce qu'on avait prévu de faire en 2002. Et puis, il faut améliorer le droit des malades, je suis d'accord, mais c'était déjà prévu en 2002. On a parlé de libre consentement. Et puis, laissez-moi vous raconter ce que j'ai vécu hier soir. M'a accompagné dans ces derniers moments un de mes amis qui était d'un courage extraordinaire, d'un côté positif à tomber par terre. Et sa femme me racontait hier soir que il y a 4 ans, il a donc une sclérose latérale amyotropique, la situation la pire qui soit parce que
On sait ce qui va se passer, comment ça va se passer. Et il y a 4 ans, les médecins d'un grand hôpital parisien lui ont dit « Ne faites pas la trachéotomie, c'est-à-dire permettre de respirer par l'ouverture ici. » Lui, il les a boulés. Il leur a dit « Mais moi, je veux le faire. » Sa femme a dit « On va le faire. » Et il a eu 4 ans de proximité avec sa famille, de capacité à préparer, à parler, à échanger, à être avec eux. Peut-être d'une autre façon que quand il courait et s'activait dans sa vie. Mais en tout cas, il était là. Et je me dis, si on avait écouté la parole des sachants qui nous disent « Est-ce que ça, c'est une vie ?» Alors moi, je vous dis, dans le droit des patients, il y a aussi ne pas chercher à imposer sa vision, mais à faire émerger la vision réelle, personnelle, honnête, diriez-vous, vous, le philosophe, honnête, de la personne. Parce que c'est ça, respecter la personne. Donc pourquoi faire une loi qui est déjà contenue dans l'espérance qu'on avait développée il y a plus de 20 ans? Appliquons les lois. Et moi, je rends hommage au président, qui, en recevant la Convention citoyenne, quelques jours après, a dit « Il faut enfin lancer un grand plan des soins palliatifs en France. » Ce qui se passe à Jeanne Garnier, par exemple, c'est lumineux d'humanité. Pour les patients, pardon, pour les personnels aussi, et pour les familles. Oui, alors il y a plusieurs choses. Il y a la question des soins palliatifs, il y a l'état du législateur, et puis il y a les tragédies individuelles. Ce sont 3 domaines, il faut qu'on les examine séparément. Tout ça est mêlé, mais si on les regarde un tout petit peu séparément, la question des soins palliatifs, les partisans de l'aide active à mourir sont les partisans d'une extension du soin palliatif, pour une raison très simple, c'est que si le choix de mourir doit faire partie des options du malade, à mon sens en tout cas, c'est une option à laquelle c'est un choix que l'on peut faire après avoir épuisé la totalité des dispositifs qui permettent d'ajourner ce choix. Or, en l'état aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tout le monde n'a pas un égal accès aux soins palliatifs. Donc, il est essentiel de développer au maximum l'accès aux soins palliatifs. Pour que la question ne se pose plus. Non, pas simplement pour que la question ne se pose plus, parce que non. Ah. Non, parce que... Si on a des soins palliatifs formidables, comme ça marche, oui. Quand quelqu'un souffre, personne ne doit souffrir en France. Je récuse à quiconque le fait, je défends et les catholiques, et les protestants, et les musulmans, et tous les religieux. Non, mais on sera d'accord là-dessus. Aucune religion ne valorise la souffrance. Non, c'est le catholicisme. Non, c'est fini. Bon, mais ça, c'est un autre débat. Raphaël, mais c'est un autre débat. C'est un autre débat. Je veux rester sur les soins palliatifs. C'est très important. Le catholicisme ne valorise pas la souffrance. C'est fini depuis très longtemps. L'idée du dolorisme rédempteur n'a pas disparu du catholicisme corps et bien au XXe siècle. C'est pas vrai. Mais c'est pas la question. Pardon. C'est un autre débat. Ce que je veux dire, c'est que les soins palliatifs, le développement des soins palliatifs est une chose essentielle. Il n'y a pas de loi sur l'aide active à mourir sans loi sur le développement des soins palliatifs. En vérité, on a voulu opposer les deux, alors qu'il me paraît que, justement, l'aide active à mourir est elle-même le soin par excellence. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'il faut développer les soins palliatifs. Cela dit, dire que le désir d'en finir avec la vie est soluble dans un développement des soins palliatifs, ce que vous n'avez pas dit. Mais dire cela, ce que j'ai entendu maintes fois, est une contre-vérité également. Le désir d'en finir avec la vie n'est pas soluble dans l'augmentation des soins. Il peut l'être, mais il ne l'est pas toujours. Et c'est la raison pour laquelle les récits de gens qui veulent en finir et qu'on persuade de ne pas en finir et qui finalement, parce que la vie malade, c'est encore la vie, continue de vivre, ces récits sont poignants. Mais ils ne disent pas la vérité ou la réalité de ceux qui veulent mourir, dont le désir de mourir n'est pas soluble dans l'augmentation des soins et qui aujourd'hui, en l'état de la loi, sont condamnés à mourir en loose dé. Non. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, si on prend le cas de Je me permets de vous ajouter un élément au débat pour relancer cette question. Dans un avis rendu le 5 juillet 2023, la Cour des comptes estime que, je cite, « Lorsque les patients ayant demandé l'aide active à mourir reçoivent des soins palliatifs, leur demande de mort recule. » Est-ce que, du coup, dans la façon de poser le débat, et avant même d'en arriver à un débat ou à un projet de loi sur l'euthanasie, est-ce qu'il ne faut pas davantage faire connaître justement les soins palliatifs? Il faut faire connaître les soins palliatifs, mais je me permets simplement de terminer sur cet élément très important qui est la douleur, à bien différencier de la souffrance. Mais il y a une possibilité en soins palliatifs de soulager complètement les patients de la douleur à défaut de leur souffrance morale et humaine. Et si tous les gens savaient que réellement les soins palliatifs avaient ce pouvoir-là, est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord
mettre tout le soin de l'action publique sur les soins palliatifs avant même de rentrer dans un Attends, débat et- sur Parce et que, je- l'euthanasie. je vais au bout de ma phrase, parce qu'il faut que je vous réponde. Non, Je vous donne la parole après, Non. monsieur. le désir de mourir ne disparaît pas toujours avec les soins palliatifs. Le désir légitime de finir avec la vie. Je connais plusieurs personnes qui atteintes de la maladie de Charcot, ayant reçu tous les soins possibles et acceptables, ont été condamnées à mourir loin de chez eux, ailleurs qu'en France, parce qu'en l'état de la loi, le législateur ne permet pas de mettre un terme à ces jours quand on est dans cette situation-là, et c'est cela qui est important. Les adversaires de l'aide active à mourir expliquent qu'on ne peut pas légiférer à partir d'exceptions. Je pense exactement le contraire. Tant que la loi laissera ces exceptions en place, c'est-à-dire pariera sur l'hypocrisie de l'ensemble du système, sur des médecins qui techniquement tuent et qui donc devraient être radiés ou aller en prison et qui n'y vont pas, des soignants dont on choisit ceux qui sont favorables à l'aide active à mourir ou ceux qui ne le sont pas, et des gens qui meurent en cachette à l'instant où les services changent, en discrétion, etc. Ceci ne va pas. Et c'est ce qui se passe en France aujourd'hui. On ne peut pas laisser ça. Je suis le premier à penser que la dissipation de la souffrance est de nature à rendre le goût de la vie aux gens. Mais je suis le premier à reconnaître aussi que tout le monde, l'envie de mourir ne disparaît pas toujours avec les soins palliatifs. Et alors, que fait-on de ceux dont que la sollicitude ne guérit pas de l'envie de mourir? Que fait-on de ces gens? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on continue à les tuer tranquillement, en cachette, soit parce qu'ils ont les moyens, ils vont en Suisse ou en Belgique, soit dans un EHPAD, dans un hôpital, mais encore une fois en cachette et en toute hypocrisie? Ou est-ce que la loi s'empare de ce sujet comme la loi de Veil s'est emparée de la question de l'IVG et des faiseuses d'anges? D'accord. Est-ce que la question, la loi Veil a éliminé les questions d'IVG? Non. Quand j'étais membre du Conseil national d'éthique, je me suis bien rendu compte que quand on a voulu augmenter les délais, en se disant c'est terrible, il y a des femmes qui prennent le train pour aller se faire avorter à Amsterdam au-delà du délai des 3 mois, on a dit on va rajouter 15 jours. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas pris la masse des gens qui allaient entre le 3 mois et 3 mois et demi. Ça a repoussé parce que c'est un acte tellement lourd et je le conçois. Et je dis rien. Je dis simplement que le fait est que ça a repoussé le délai plus tard. Donc, quand on croit régler des cas particuliers, on en crée d'autres. Il y aura toujours des cas particuliers. Ce que je dis, moi, c'est que au jour d'aujourd'hui, non, il n'y a pas d'hypocrisie. Il faut entendre ce message des représentants de 800 000 personnels soignants qui disent non, nous ne voulons pas, non, nous ne voulons pas qu'on nous dise à nous que tuer quelqu'un, c'est le soigner. C'est faux. Et je vais aller plus loin, cher Raphaël. Je suis un lecteur assidu de votre pensée, mieux un admirateur de votre pensée. Permettez-moi de citer Raphaël Antoven contre Raphaël Antoven, si vous permettez. Vous avez fait une analyse lumineuse pour distinguer deux situations de guerre, une situation de terrorisme et une situation de réplique par une armée régulière. Vous avez dit, les morts sont peut-être les mêmes, mais l'intention du tueur n'est pas la même. Et moi, je vous dis, oui, on va dire quelqu'un qui met, c'est-à-dire qui procède, je vais utiliser le mot réel, qui procède à une sédation profonde, continue, irréversible. C'est-à-dire quand quelqu'un n'en peut plus, il souffre, il n'est pas bien, il a du mal à respirer, c'est très lourd, très difficile pour lui, on l'endort, peu à peu, et paisiblement, il va vers sa fin. Sédation profonde, continue, irréversible. Je l'ai vu faire 2 fois en 3 semaines là, pour des proches. C'était le bout du bout. Et quelqu'un qui dit, bon, allez, on le tue, c'est pas du tout la même chose. C'est l'intention du soignant qui change. L'intention du premier, c'est j'apaise la douleur. J'apaise la douleur. Parce que lui ne la supporte pas, lui ne la veut plus. Et son entourage et le colloque singulier entre son équipe médicale, sa famille et lui dit il peut plus souffrir comme ça. Ok. Donc, et comme dégât collatéral, il y a le fait qu'il meurt. Mais ce qu'on veut, c'est apaiser sa souffrance. De l'autre côté, on dit on veut le tuer parce que bon voilà, ça y est, c'est fini, c'est la fin. Non, parce Mais qu'il si le on rentre, demande. non,
Non, parce qu'il le demande, uniquement parce qu'il le demande. Ça veut dire que quelqu'un que vous croisez dans la rue, qui vous Cet dit, argument ne tient pas la route. mais moi je une l'aime seconde. beaucoup cet argument. Mais cet argument ne tient pas la Mais route. si, une parce que seconde, la voyons. demande de suicide, on peut Mais le aujourd'hui, législateur lui-même Raphaël, a dit que c'était aujourd'hui- dans le cas Raphaël, où aujourd'hui, on atteint peut d'une tout- pathologie grave, irréversible, et que le seuil, et qu'on n'est pourtant pas Mais la concerné pathologie- dans l'immédiat par la mort, c'est à ce moment-là qu'il faut avoir D'accord. la liberté de mourir si on le souhaite. Et rien ne Mais à paraît quel plus- moment Rien, mais Quoi, ça, au moment où- c'est au législateur de l'établir. Non. Au moment Mais où on il est diagnostique, essentiel est-ce que c'est le d'accepter. moment où on diagnostique la personne est parfaite, on lui dit monsieur voilà ou madame vous avez ça et ben voilà comment vous avez évolué. Si on lui dit bah, je veux mourir maintenant, mais il est Je peux bien. répondre? Oui. Bon, parce qu'il y a plusieurs choses. La comparaison entre le Hamas et Israël et les gens qui tuent et les gens qui endorment, pardon, mais c'est pas C'est sérieux. l'intention qui compte. Non, mais c'est l'intention qui compte. Les gens qui tuent ou les gens qui pratiquent une euthanasie active en Belgique ou en Suisse ne sont pas l'équivalent du Hamas. J'ai pas dit Ce ça. ne sont Je pas dis des leur tueurs. intention c'est de Mais tuer. oui, mais leur intention n'est pas de tuer. Leur intention est d'exaucer le souhait d'un malade irréversible qui, pour l'instant, n'a pas accès à la possibilité Comme de mourir. l'infirmière qui vient d'être condamnée Attends, je parce vais au qu'elle a bout- voulu attends, je vais au bout- faire je vais le au bout de bien. ma- Quand on veut Donc, faire c'est- le bien non, à la place des autres, ça marche le pas. parallèle avec le Hamas et Israël, pardon, mais ça, c'est pas possible. Mais c'est l'intention. Mais Vous avez raison. il n'y a pas d'intention. Les intentions du Hamas et d'un Mais- médecin qui exécute non, j'ai pas les dit ça. pensées de son pas malade dit ça. ne J'ai sont dit que- pas commensurables, ne sont Je pas n'ai pas dit comparables. ça. J'ai Ce dit parallèle n'a pas de sens, si. pardon. Raïm. J'ai dit que ce qui N'insiste compte, pas là-dessus. c'est il faut l'intention. pas. Ce que tu D'accord. distingues, c'est l'intention. Ok, je réponds. Donc je n'aime pas ce parallèle. Je vois pas le rapport. Mais dans le cas des soignants, d'abord, il y a une captation de la totalité des soignants. Quand on représente 800 000 soignants et qu'on se prononce, il y a des tas de soignants qui ne sont pas du même avis. Et surtout, les arguments invoqués par les soignants, c'est on va nous obliger à mourir. Or, évidemment, oui, on va nous obliger à tuer. Il y a une double clause de conscience, à la fois qui concerne des corps spécifiques et une clause de conscience générale qu'on peut invoquer à chaque fois. Personne n'est obligé d'accomplir un geste létal parmi les soignants. Personne. Et l'argument des sachants, c'est précisément, enfin celui qui se présente comme l'argument des sachants, c'est l'argument des soignants qui se disent sur le terrain et qui disent « nous refusons de considérer cela comme un soin ». C'est-à-dire que concrètement, l'écoute, l'attention, le dosage, l'accompagnement, la discussion avec le malade, tout ça n'est pas un soin uniquement parce que c'est un soin qui aboutit à la mort. Je trouve cet argument, pardon, là encore fou. Comme si on ne soignait pas les gens qu'on aide à mourir. C'est évident. Soigner, ça n'est pas guérir, c'est toute une différence. Soigner, c'est d'accord. accompagner, et c'est accompagner même quand la décision est celle-là. Et il n'y a à cela rien à dire, à la Attends, volonté de je suis quelqu'un qui, tellement dans une d'accord. situation irréversible, choisit de mourir, et... Ah, mais attends, je suis tellement d'accord. Et Je le propose, dernier point, je propose de changer le nom des soins palliatifs depuis longtemps. Je dis que je veux qu'on appelle ça des soins d'accompagnement. Parce que je trouve que c'est plus respectueux de cette humanité profonde, incroyable, qui est développée justement par les soignants, que moi j'ai été voir à Jeanne Garnier, mais aussi à Cognac-G, Mais par exemple. l'accompagnement inclut l'aide active à mourir. Mais enfin... Monsieur Non, Antoine, ça inclut, je vous pose- ça inclut Monsieur Antoine, le refus de la si jamais- souffrance. Pardon. Si jamais un de vos amis vous fait part de son envie d'en finir sans être dans le cas d'une maladie irréversible, il est probable que vous essayerez de l'en dissuader, pensant qu'il y a une forme d'absolu ou un bien meilleur à ce qu'il vive plutôt qu'il meure. Alors, Quelle différence faites-vous entre et par ailleurs est en jeu probablement la cohérence de discours d'une société qui d'un côté lutte contre le suicide des jeunes par exemple et de l'autre côté explique Mais qu'on oui, peut ça défendre n'a rien le à droit voir. au suicide Mais enfin- d'un homme en fin de vie. Mais ça Que- n'a rien à voir. Quelle Tous ceux- distinction faites-vous Mais- alors mais justement ça n'a rien à voir. Tous ceux qui ont vu le film Amour de Michael Haneke, par exemple, aucun des gens qui se termine sur l'assassinat d'Emmanuel Riva par Jean-Louis Trintignant, l'assassinat, il l'étouffe avec son oreiller après l'avoir aidé, torché pendant des mois et des mois et des mois de douleur, de supplice, de calvaire, etc. Il ne viendrait à l'idée de personne de penser qu'il s'agit là d'un meurtre ou qu'il s'agit là d'un geste répréhensible. Chacun voit évidemment qu'il s'agit là d'un geste d'amour. Ça n'a rien à voir avec le suicide. Et Ça pourtant n'a vous rien à... utilisez le mot assassinat, Mais qui oui, est un mais mot oui. très fort. Mais oui, mais j'y peux rien. C'est vrai qu'il l'assassine. Il l'assassine, mais à aucun moment on y verrait quelque chose de répréhensible ou de condamnable. Il lui donne la main. Il lui fait le cadeau de ce qu'elle attend, de ce qu'elle souhaite, de ce qu'il sait qu'elle Et souhaite. parce qu'il lui il donne reste la main. dans un entre-deux. Non, Il nous sommes reste pas dans un entre-deux, alors qu'aujourd'hui, si elle est dans C'est une l'argument de souffrance, l'entre-deux. si elle est dans une souffrance, pardon, alors là, je suis dedans, parce que je vois bien, par exemple, avec ma propre mère maintenant, quand vous avez une personne âgée qui, à un moment, refuse de prendre des médicaments, refuse d'aller plus loin, refuse de se soigner,
qui en gros dit, ça y est, j'ai vécu, ça y est. Mhm. On est dans la position que tu décris. Eh bien, on voit bien que la solution, elle n'est pas de lui dire, bon, allez, ok, tu vas en finir, allez hop, on en finit. La solution, non. allez, La hop, on solution, en finit. c'est de trouver comment lui redonner quelque chose d'une espérance. Et quand on n'y arrive pas, qu'est-ce Alors, qu'on fait? quand on n'y arrive pas et que la Qu'est-ce qui souffrance, se passe? et alors si maintenant, J'ai le posé fait, la même question à Welbeck. Je lui ai dit, si Mais vous oui, n'arrivez oui, pas. oui, je suis Il pas dit- Welbeck. Non, Quand- mais justement, c'est intéressant. Il me disait, si je n'arrive pas à la convaincre de vivre encore, c'est un échec pour moi, c'est que je ne lui ai pas donné assez d'amour, mais je refuse d'exaucer sa demande. Simple, clair, basique. Non. J'écoute cette demande. Je comprends qu'il y a besoin de plus d'humanité, plus de fraternité, plus de présence. Mais Et ça, je non. dis, eh bien, on voit comment régler les problèmes physiques, puis les problèmes moraux, spirituels, de sentiments, de cette souffrance dont vous parlez à juste titre, qui est pas la même chose que la douleur, mais Elle qui existe. demande Et à un mourir. moment, La Eh ben, un personne moment, demande si la à personne mourir. ne plus, mais demande, si encore elle est en demande vie. tout en elle. Elle a la maladie de Charcot. Elle veut mourir. Tous les soins, la présence des enfants, la présence de la famille, toute la sollicitude du monde entier n'y change rien. C'est une personne qui se sent enfermée dans son propre corps, qui de plus en plus, dont la seule perspective, c'est un enfermement accru et des douleurs. Donc, elle demande à mourir. On a beau lui donner tous les Alors, palliatifs quand elle du monde, souffre, elle demande il y à a mourir. la On laisse de filiation côté l'élément de profonde douleur. quand Elle elle ne souffre pas. Elle ne souffre pas physiquement. Elle demande à mourir parce que cette situation lui paraît intolérable. J'entends, depuis Mais le monsieur- début de ce débat, je vais au bout de ma phrase. Depuis le début de ce débat, j'entends des tas de gens dire « Il faut écouter les malades. Vous n'avez pas assez écouté le malade qui demande à mourir parce que vous l'avez mis dans une situation où il souhaite mourir et ensuite vous présentez comme la signature de sa liberté la demande qui est la sienne. Il faut écouter les malades. » Et j'entends des gens qui m'expliquent qu'il faut écouter les malades au point de ne pas exaucer leur dernière demande et leur ultime volonté. Si ceci n'est pas un paradoxe, alors j'y comprends plus rien. Mais Pardon. c'est pas un paradoxe. Ah C'est- bon. Oui, ça s'appelle le mystère de la vie, dont, et effectivement, moi je rejoins cet argument, même si tu vas encore me dire que c'est un argument pourri, nul, etc. Non, je dis pas. On mais- ne peut pas avoir une schizophrénie dans la société où à la fois on lutte, et pas assez à mon avis, contre la pulsion suicidaire des jeunes, des moins jeunes, de ce que Durkheim appelle le suicide altruiste, qu'on pourrait utiliser, par exemple, le suicide des personnes âgées au Japon. Suicide altruiste, je suis un poids pour la société, j'apporte plus rien à personne, j'embête tout le monde, j'occupe un lit dans les hôpitaux, donc allez, je dégage et c'est tout. Ce suicide altruiste, on est en train de l'imposer dans l'esprit des uns et des autres en disant bah, vous n'avez plus rien, plus d'espérance, plus d'échange, vous êtes malheureux, vous n'êtes pas bien. Allez, vous savez, laissez la place à d'autres. On est en train presque de culpabiliser ceux qui sont dans cette situation en leur disant mais vous savez, vous avez une solution, une porte de sortie. Et d'ailleurs, le système dont vous parliez tout à l'heure en Suisse, qui alors vraiment, c'est le pire des systèmes, Exit, qui n'est pas un organisme d'État, qui est une association privée, qui a d'ailleurs donné lieu à quelques dérapages très lourds, c'est-à-dire des gens qui ont fait une demande parce qu'il y avait un faux diagnostic qui a été posé et qui ont été assassinés, j'aime bien ton mot, tu as raison, assassinés, et qui, de facto, après, quand il y a eu l'autopsie, on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas atteints par la maladie qu'ils étaient censés avoir. Donc, je me dis... Pardon, mais l'argument des dérives en Suisse et en Belgique, là non plus, ça Ah, tient pas. j'ai pas parlé de la On en Belgique, fait. mais Oui, la d'accord, Belgique, par on en exemple, qui fait. avait une législation, là, Oui, c'est on pas... en fait- c'est pas- non, mais on en fait un- c'est on pas en une fait un enjeu, association. c'est très intéressant. Non, On en fait un- la on en Belgique, fait un enjeu de Raphaël, société. la Attends, Belgique qui avait dit jamais on fera sur les adolescents et les jeunes, et qui, en fait, va aussi sur les adolescents. Mais ce qui est intéressant avec l'argument suisse et belge, avec les exemples suisses et belges, c'est que les adversaires de l'aide active à mourir présentent ça comme un projet de société. Un projet Oui, de société bravo. mortifère. Attends. Je suis d'accord avec toi. Oui, mais C'est un d'accord. projet de société Oui, mortifère. j'ai bien ce que je dis, oui. Ils présentent ça comme un projet de société mortifère, un projet de société qui consiste en somme à priver les gens de soins pour ensuite leur dire, bah voilà, votre liberté, c'est de mourir, et en gros, à convaincre les gens que leur libre arbitre va dans le sens d'une société qui n'a plus envie de les soigner, etc., etc. Bien. Qui n'a aucun intérêt à les alors, avoir, ils sont bien. plus productifs. Alors, je ne vois pas en Belgique ou en Suisse de charniers de vieux, de génocide de vieillards dont on se débarrasse. L'utopie Non. de Soleil Vert. Non, pardon, mais l'utopie de Soleil Vert n'a aucun sens. Ça n'est jamais arrivé. Que les gens choisissent de mourir, c'est juste une liberté supplémentaire. On reste dans une démocratie procédurale, libérale, où chacun reste libre. Les dispositifs de prévention sont organisés. Il y a des drames, il y a des tragédies, il y a des scandales. On n'a pas attendu l'aide active à mourir dans les familles pour tuer les vieux et s'emparer de leur héritage. Il se peut que les choses comme ça arrivent. C'est possible, ça arrive. Mais, il n'y a pas
en Belgique ou en Suisse aujourd'hui de sociétés délétères qui met la mort au poste de commande. Il y a juste des univers libéraux à l'intérieur desquels les gens ont une liberté qu'ils ont si peu en France, qu'ils vont en Belgique pour en bénéficier. Donc, c'est juste une liberté supplémentaire. Et l'argument selon lequel, on est en présence d'un projet de société est un argument qui disparaît à la seconde où on regarde ce qui se passe dans les États où les choses sont déjà actées, où la loi a déjà pris acte de ça. Ce qui est douloureux. Il n'y a plus de demande. Attends, pardon. Mais Dans ce qui est ces États, douloureux, il n'y a plus de demande. Attends, Mais c'est pardon, pas vrai. réponds à ma question. Mais non, mais c'est pas vrai. Ah, voilà, Mais bah, c'est c'est pas tout. vrai. Donc, en fait, tu Mais es en bien train de sûr. me dire... Mais il y a Attends, aussi pardon. des gens. Tu es donc en train de me dire que, malgré ces lois et ces possibilités, parce qu'on a parlé de la Suisse et de la Belgique, mais l'Oregon, etc., Oui. malgré cela, il y a quand même des problèmes. Alors, Eh ben, donc c'est voilà. le plus important. CQFD. C'est le plus. CQFD. Non, CQFD, tu as tort. Non. Mais si, CQFD. S'il y a quand même des problèmes, si, ça prouve parce que ça règle pas tout. Et donc, quand on quitte à développe ne les pas tout soins- régler, pourquoi rentrer là-dedans? Mais Et justement, non, j'ai non, une non, non, question. non, 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 non. Je me permets Non, non, pardon. Là, je viens de marquer un L'argument. penalty. Ça, c'est un penalty net et clair. Mais pas Raphaël. du tout. Mais enfin. Tu n'as pas tout réglé, donc tu régleras pas tout. Donc Mais- anticipe, remets ton micro s'il te plaît là. Il est tombé. Oui. Donc en fait, le principe, il est quoi? Il est que, puisqu'on peut pas tout régler, il faut donc trouver comment ne pas rentrer là-dedans, parce que ça permettra pas de tout régler. Mais cet argument est insupportable, en fait. C'est insupportable. Le fait qu'on ne règle pas tout, on ne règle jamais toutes les Bah voilà. situations humaines. Mais Voilà, bravo, on ne tu l'as règle- dit. non, arrête. On ne règle jamais toutes les situations humaines. En revanche, on règle la question de la personne qui demande à mourir et qui, aujourd'hui, en France, le fait en cachette, avec la loi, avec la mansuétude de la Justement, loi. j'ai une question précisément là-dessus. Je vais le pose reformuler d'abord- différemment. Je vous la pose d'abord. Qu'il a à vous. raison, mais je vais le reformuler différemment. Si vous Je vous la permettez. pose d'abord à vous et vous allez voir, je pense que ça va être complètement synergique Oui, avec le ce que bien. vous voulez lui dire. Justement, en termes de vision de la loi dans un pays, est-ce que la loi, c'est quelque chose qui doit nous donner un idéal ou un horizon qu'il faut viser, ou est-ce que c'est un acte d'enregistrement de ce qui se fait déjà, ce qui, en termes philosophiques, revient à dire est-ce que la loi vise simplement à acter l'être ou doit-elle essayer de viser un devoir-être? Mais l'objectif de la loi n'est pas moral. La loi n'est pas morale. La loi est la garantie de coexistence des individus dans une société libérale. Et il est essentiel que dans un monde libéral, la loi inclue la liberté de se nuire, par exemple. Ne pensez-vous pas Aujourd'hui, que le- Aujourd'hui, Non. la loi, en l'état, donne à chacun la liberté de se nuire s'il le souhaite. Fumer n'est pas illégal, boire de l'alcool n'est pas illégal. Et heureusement que la loi ne légifère pas là-dessus. Heureusement que la loi n'est pas dotée d'un contenu moral. Mais tu n'as pas le droit de rouler sans ceinture de sécurité. Tu n'as pas le droit de rouler sans ceinture de Le sécurité. seul prérequis de la loi, c'est la liberté. Le seul objet de la loi, c'est la liberté. Non. Quant à la ratification des faits, les gens qui allaient avorter en cachette avant 1975 ne sont pas du même avis que vous. Les gens qui devaient se cacher ou qui avortaient dans des conditions déplorables et qui finissaient par en mourir parce que le législateur refusait de s'emparer d'une situation qui concernait des milliers de gens chaque année, ne sont pas du même avis que vous. Heureusement que la loi s'empare aussi de ce que la liberté recommande, de ce que les gens font pour instaurer là-dedans un cadre légal. Sauf que la Aujourd'hui, loi- il y a en France quantité de gens qui mettent un terme à leur jour et qui se mettent hors la loi Non. en le faisant. Non. Ceci ne peut pas durer. L'hypocrisie est là et le problème de société est là. Je pense que la loi a une vocation d'être un horizon, oui, de bien commun, qui est défini ensemble par le législateur en fonction des évolutions de la société. Et Raphaël a raison de dire que, à un moment, il faut des personnes courageuses pour dire là, il y a un souci, et c'est c'est notre dette collective envers Simone Veil, nonobstant ce que les uns et les autres peuvent penser d'elle. C'est une sainte femme qui a eu le courage, et je pense qu'on l'a envoyée au feu parce que c'était une femme et qu'elle avait son histoire, et qu'elle a eu le courage d'affronter toutes les médisances, tous les mots horribles qu'elle a reçus, y compris sur sa situation, le fait qu'elle était juive, le fait qu'elle était à Auschwitz. Tout cela, elle a entendu, elle a supporté pour défendre des situations de Mais femmes. comment qui étaient- tu peux défendre la loi Je Veil au défends- nom des situations critiques et ne pas défendre l'aide active à J'arrive, mourir? J'arrive. Comment tu mais peux j'arrive. défendre l'aide Ah, active? tu m'as Non, pas mais c'est laissé vrai. finir, j'arrive. Donc ça, je pense que Raphaël a raison. Il faut parfois être capable de se saisir de la réalité pour dire, mais on peut pas faire comme si ça n'existe pas. Maintenant, la loi, pour moi, c'est un objectif à atteindre. Et on peut pas gérer la loi qu'en fonction d'un pourcentage. 12% de la population pense quelque chose, peu m'importe. 22% de la population pense quelque chose, peu m'en chaud. 51, je commence à réfléchir. 72, il faut faire une loi. Les gens peuvent vouloir quelque chose,
Parce qu'on le veut d'abord en général pour les autres, mais on le veut pas forcément pour soi. Donc quand les gens vous disent, moi je suis pour l'aide active à mourir, c'est une façon d'autre de dire euthanasie. Hein, mais et comme en plus dans le mot Tous les gens euthanasie, qui le souhaitent pour eux-mêmes. d'accord, non, je suis pas Tous sûr. les gens qui le Non, souhaitent non. le souhaitent pour Moi eux-mêmes. j'ai vu quelqu'un, alors il y a pas très longtemps, il y a moins de 2 mois, quelqu'un qui nous avait dit que moi s'il m'arrive quelque chose, eh ben moi faut me débrancher tout de suite, moi je veux pas être un légume, etc. Il a fait un AVC et il a dit surtout, bon, je veux me battre, je veux la rééducation, il a tout fait. Donc peu importe, tant qu'on n'est pas dans une situation, on peut pas dire ce qui va se passer et comment on pensera à la situation. Oui, mais il faut avoir le droit de mourir si on le D'accord. souhaite. Alors donc là, c'est la question de la loi, pour moi, c'est ça. Maintenant, la question, beaucoup plus, de mon point de vue, plus importante, c'est cette aide active à mourir est mort en cachette. Pas du tout. Ah non. Si on dit- Personne ne meurt pardon, en cachette si en on France dit- aujourd'hui. Si on dit, on fait une loi qui va autoriser les médecins à dire, bon, bah, lui, il veut mourir, donc j'y vais, bim, boum, on fait le traitement, paf, on pique, et il meurt. Donc le médecin, il a quoi? Légalement, il est protégé. Il est couvert. Il a bonne conscience. Je me méfie de la bonne conscience comme du diable parce que ça empêche. Le médecin qui Le aide médecin, quelqu'un à il mourir, dit, il a bonne j'ai bonne conscience. conscience, je suis couvert par la loi, c'est bon. En revanche, si il est chaque fois dans ce cas de conscience, cet examen de son âme, est-ce que c'est ce qu'il faut? Est-ce que c'est ce qu'il faut pas? Est-ce que je peux? Est-ce que je peux pas? Est-ce que je réponds vraiment à un besoin ou à un confort? À quoi je réponds quand je fais ça? Et qui passe par la sédation profonde continue, qui est uniquement la volonté de faire cesser la souffrance, la douleur et la souffrance. Et une À un personne moment, qui n'est la pas concernée douleur- par une écoute bien personne ce qui que a la j'ai dit. maladie de Charcot La douleur et en la a pour souffrance. des années de Non, non, sédation non. profonde La et continue. douleur, donc. écoute bien, et la souffrance. C'est-à-dire que quand la personne dit « je veux plus manger, je veux plus prendre de médicaments, je veux plus rien », c'est une forme de souffrance terrible. On empêche cette souffrance, on l'endort, et puis à un moment, on l'endort, et puis c'est la sédation. Parfois, écoute bien parce que ça, j'ai connu, la sédation de 2 jours, alors c'est pas irréversible. Cette fois-ci, une sédation ponctuelle de 2-3 jours permet de passer un cap, et après, ça redémarre. Mais Voilà. à ce compte-là, il y a des gens qui ont la maladie de Charcot qui peuvent vivre des mois comme ça. Ça n'est pas acceptable. On va parler des exceptions. s'ils font- Je vais au bout de ma phrase. On parle des exceptions, on parle des cas limites. On parle des gens qui veulent mourir dans ces cas-là. Tu as cité l'étude de Durkheim sur le suicide. Elle est très intéressante, l'étude de Durkheim sur le suicide. C'est le travail d'un sociologue. Il explique qu'on se suicide plus en province qu'à Paris, selon telle religion que telle autre, etc., etc. On ne trouve dans les 700 pages de l'étude de Durkheim pas une virgule sur la raison pour laquelle un individu particulier veut un jour mettre un terme à ses jours. Parce que l'objet du sociologue est exclusivement statistique Voilà. et qu'il ne peut pas entrer dans les raisons des individus. Ce que je dis, moi, c'est qu'il y a des cas, aujourd'hui, que la loi ne prévoit pas. Et qui sont des milliers par an, et qui, du coup, sont des cas où la loi ferme les yeux, le législateur ferme les yeux, les tribunaux ferment les yeux. Les tribunaux ferment les yeux, puisque le médecin est condamné à du sursis pour un geste que chacun comprend, alors qu'en réalité, techniquement, au regard de la loi, ça reste un meurtre aujourd'hui, alors qu'il faudrait évidemment que ce soit autrement, mais en l'état de la loi telle qu'elle est aujourd'hui n'est pas appliquée. Elle n'est pas appliquée, des tas de gens la contournent, à droite, à gauche, de Non, mille il la façons, contourne avec pas. des médecins Dans chaque complaisants. loi, il y a une Des- zone grise Non, d'interprétation. il n'y a Si. pas de zone Il y a grise. toujours Il y a pas de zone- l'interprétation on de ne la laisse- loi. Excusez-moi, je me permets simplement de vous reposer une question. J'ai peur que sinon nous revenions vers des endroits dans lesquels nous sommes déjà allés. J'aimerais vous poser une question presque plus sur le principe, le principe philosophique à la base de ce débat, qui est celui de dignité humaine. J'aimerais vous poser à chacun la question de la vision que vous avez de la dignité humaine. La philosophie occidentale, ou en tout cas une grande partie d'entre elles, et notre droit consacre la dignité inaliénable de la personne, qui tendrait à en faire une dignité d'un bloc, une sorte d'attribut métaphysique propre à chaque personne. En même temps, dans ce débat, on entend l'expression de droit à mourir dans la dignité, comme s'il y avait des façons plus ou moins dignes de mourir, et comme si justement la dignité pouvait subir des variations, des différences de degré, comme si elle était quelque chose qu'on pouvait plus ou moins perdre selon notre degré de dépendance, de maladie, de dépression. Qu'en est-il de votre positionnement par rapport à cette notion de dignité? Alors, dans la dignité, quoi qu'il dise, je suis d'accord avec lui. Voilà. Bon, bah, Eh je bien, dans vais ce cas, à vous y la D'accord parole, avec toi monsieur d'avance. Antoine. Non, mais Je t'ai déjà entendu vais y aller. là-dessus. Effectivement, la notion de dignité peut être employée, c'est comme la notion de dignité est une notion tout à fait ambiguë. On peut l'employer à dessein, on peut l'employer dans un sens comme dans un autre.
on peut considérer que la dignité inaliénable de l'individu est que sa vie est sacrée et que par conséquent, on ne doit en aucune manière l'aider à mourir. Oui, Alors je suis d'accord avec lui. on peut considérer que la dignité de l'individu, c'est que sa liberté l'emporte sur la vie et que quand il faut choisir entre la liberté et la vie, le choix de la vie est mortifère. Qu'à partir de là, la dignité de l'individu, c'est de ne pas se voir décrépit et c'est de ne pas se voir abîmé. Quand on ne souhaite pas que ce soit le cas, quand on ne veut pas que nos enfants nous voient dans une situation désagréable ou dégradante ou dégradée à nos propres yeux, la dignité, c'est aussi d'être entendu dans ce désir-là. Donc on peut employer le mot alternativement dans un sens et dans l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est de dire que il y aurait plusieurs façons dignes de mourir. Bien sûr qu'on meurt de façon plus ou moins digne, évidemment. C'est pas la même chose de mourir dans des conditions déplorables, de mourir après une agonie de plusieurs années qu'on ne veut pas vivre. C'est pas la même chose. Ça n'entame pas la dignité inaliénable de tout individu, quelle que soit sa façon de mourir, mais ça entame sa dignité effectivement sur le moment et dans la perception qu'il a de lui-même. Donc oui, c'est un enjeu de dignité, mais le sens que je donne à dignité ici n'est pas simplement la dignité inaliénable de l'individu et l'idée toute simple, parce que derrière ça, c'est ça, l'idée selon laquelle la vie serait sacrée. La vie n'est pas sacrée. Et Dieu merci, la vie n'est pas sacrée. Si on pensait que la vie était sacrée, on n'irait pas tuer les terroristes. Si on pensait que la vie était sacrée, on n'aurait pas accès à l'IVG. Si on pensait que la vie était sacrée, Jean-Louis Trintignant serait un vil meurtrier pour avoir exécuté sa femme en l'étouffant avec un oreiller. Heureusement que la vie n'est pas sacrée. Et dans l'alternative entre la vie et la liberté, le choix de la vie, pour certaines personnes, contre leur souhait, est parfaitement mortifère. Alors moi j'aime bien. Que répondez-vous à ça? Je suis d'accord avec ce qu'il a dit. J'ai dit sur la dignité, pas sur la vie. La vie, pour moi, a quelque chose de sacré parce que c'est un principe. Donc de on peut jamais société. tuer? Non, je suis d'accord. On ne peut jamais assassiner. Moi, je connais l'hébreu Ah, des bon 10 courage, commandements. Je connais l'hébreu des 10 commandements qui disent bien. Tu ne tueras point. Non, pardon, c'est pas ce qui a marqué. Ah non. Il y a marqué non. Lo tirtsa en hébreu. Mhm. Si c'était tu ne tueras point, ce serait al ta'arog, ne tue pas. Et si c'était ça, on pourrait jamais tuer. Donc, Il y a marqué lo tirtsa n'assassine pas. Il y a une différence entre assassiner et tuer. La preuve, on dit, si je vois quelqu'un courir après quelqu'un d'autre pour l'assassiner, moi j'ai le devoir de le tuer avant, protéger quelqu'un. Donc il y a une différence entre tuer quelqu'un, que j'ai pas le droit de faire, sauf pour protéger quelqu'un, et tuer quand il faut, il faut. Assassiner, qui est un principe de négation de l'autre. Tout ce que tu as pu dire sur la dignité, je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est un mot qui veut être préempté par les uns ou par les autres, de manière aussi d'ailleurs inutile par les uns que par les autres. En revanche, là où je suis pas d'accord, c'est que pour moi la vie, c'est-à-dire le principe de vitalité, est au cœur même de ce que dit pour moi un verset de la Bible. Voici, je place devant vous la vie et la mort. C'est dans le Deutéronome, chapitre 30, et le verset 15 par là. Voici, je place devant vous la vie et la mort, et vous choisirez la vie. C'est-à-dire, vous allez choisir la vie, tout le monde choisit la vie. Non. On choisit une société, un monde, qui est source d'espérance, de vie, de partage. Maintenant, il y a des gens qui sont en pleine vie, mais qui ont un projet mortifère. Parfois pour eux, parfois pour les autres. Donc, choisir la vie, choisir la mort, c'est pas juste on pique ou on pique pas. Choisir la vie ou la mort, c'est par exemple ces médecins à qui je donne toute mon admiration et mon respect, qui pèsent le pour et le contre, qui sont dans un cas de conscience, c'est-à-dire qu'ils ont une conscience, ils ont une âme, et ils sont dans l'équilibre. Est-ce que je le fais parce que c'est plus simple, ou est-ce que je le Non, fais c'est pas parce ou que est-ce c'est que plus c'est simple. parce que c'est ce qu'il faut C'est pour pas parce lui, que c'est plus c'est ce qu'il simple. faut pour lui. Je mets au défi quiconque de me montrer un cas, un seul cas, où à la fin, on n'a pas cette sédation profonde continue. C'est une loi de 2016. La loi Claes-Leonetti, on n'a pas Vincent dit. Lambert, On a Vincent dit. Humbert, Mais Vincent Humbert, Lambert, Vincent pardon, non, non. Lambert, Vincent Non, non, Humbert, attends, pardon. Humbert, la maladie de Charcot. Non, L'exercice Vincent Lambert, innombrable. Vincent Lambert, on parle de ce pauvre homme. C'était une guerre atomique entre sa mère et sa femme. Il était de Reims. J'étais le rabbin de Reims. Je connais tous les acteurs de cette situation terrible, humainement terrible.
qui n'a pas à être tranché par des tribunaux, Ah qui non, n'a pas à être mis. Ça n'a pas été. Donc Non. il faut laisser comme ça. Non, Faut qui n'a surtout pas, toucher. parce que non, c'est un temps où on doit être autour d'une personne et dire qu'est-ce qui est le mieux pour lui. Oui, pour qu'est-ce qui est le lui. mieux pour lui. Maintenant, Et quand le mieux pour lui, c'est de mourir, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on y va. Non, non, Parce non, que non, qu'est-ce qui est le non, mieux pour lui? Dans la parce mesure où qu'il c'est y a pas la une mort. bagarre entre la raison sur mère, un point. T'as entre raison les sur un- parents et l'épouse. Non, Et, il y a un- c'est une il y a- réalité. Donc maintenant, on peut pas faire autrement. Mais je dis, aujourd'hui, dans la loi de 2016, Claes-Leonetti, qui est un miracle républicain qui est un d'équilibre, scandale, qui est un scandale, miracle qui est une républicain. indignité pour le Raphaël. coup, pour tous les gens qui ne peuvent pas Raphaël. mourir alors qu'ils le souhaitent. Raphaël, C'est elle une prévoit indignité. tout et elle prévoit même la possibilité Elle d'aller ne plus loin. prévoit rien du Bon, tout. Il y a des ok. cas qui précisément ne Tu tombent m'as dit pas sous le coup toi-même, de la loi tu m'as dit aujourd'hui. toi-même, Raphaël, qu'en Suisse et en Belgique, il y a aussi des cas qui sont pas Oui, prévus mais par la loi. mais Alors, le ouais. mauvais usage d'une liberté n'est pas un argument contre l'attribution de cette Non. liberté. Sinon, on accorde plus Mais- aucune liberté. Non, attends. Le mauvais usage d'une liberté n'est pas un argument contre l'attribution de cette liberté. La liberté d'avorter a provoqué des comportements irresponsables. Oui. La liberté de conduire à 18 ans a provoqué des problèmes aussi. 17 la ans liberté de maintenant. voter, peu importe. Le mauvais usage d'une liberté, la liberté de voter permet qu'on vote pour l'extrême droite. Il y a deux visions du monde, pour le dire simplement. La vision grecque et la vision que j'appellerais judéo-chrétienne, mais plus chrétienne que juive. La vision grecque et la vision chrétienne. Qu'est-ce que c'est? Du point de vue chrétien, la vie est sacrée. La vie est sacrée, donc c'est un fardeau qu'on n'a pas choisi de porter et que par conséquent on doit porter jusqu'au bout, jusqu'au terme, dont nous ne devons pas décider. Vision chrétienne des choses. La vision grecque des choses, qui est largement antérieure à la vision chrétienne, c'est quand même elle la première, il n'y a pas d'antécédence pour le coup. Il y a juste les C'est-à-dire juifs que- avant. Mais c'est Oui. pas grave. Mais, oui, d'accord. Non, je- mais- ok, sauf que j'y peux rien. Les Grecs étaient là. Oui, mais avant. nous, on était avant les juifs et les grecs, mais c'est Oui, pas grave. D'accord, mais je te fais pas parle de la d'antériorité. vision chrétienne. Ouais, Je te non, parle tu as de la dit vie- judo-chrétienne et nous. Ouais, je te parle de la vision D'accord. chrétienne en l'occurrence. Oui, il se trouve que les chrétiens sont les héritiers des juifs. Je sais pas si tu vois. Oui. Mais le fait est que, en l'occurrence, la vision grecque considère que ce qui est sacré dans la vie, c'est pas la vie, c'est l'existence. C'est la vie bonne. Oui. Et que pour cette raison, c'était le cas des stoïciens par exemple, retrouver sa liberté ou sa souveraineté en mettant un terme librement à ses jours, à la façon dont Sénèque s'ouvre les veines dans un bain chaud pour échapper au tueur de Néron, ou à la façon dont Caton s'ouvre les veines comme il aurait pu faire autre chose, c'est-à-dire cette reprise de souveraineté, est exactement ce qui est en jeu également dans le débat sur l'aide active à mourir. C'est-à-dire, sommes-nous grecs ou sommes-nous chrétiens? Je pense qu'on est grecs. De fait, nos comportements Le roi- sont grecs pardon, et nos consciences sont chrétiennes. J'ai ça. Le roi Saül demande à son aide de camp, appelons ça comme ça, de le tuer pour ne pas que les ennemis de Saül puissent le traîner Nous traîner, etc. ouais. et abuser de lui, puissent en faire un trophée et dit ils ne mourront pas vivants. Ça, on considère pas. Il y a 4 filles de ce type dans la Bible. On retrouve quand Samson pousse les colonnes du temple, il sait qu'il Il se sait qu'il va suicide. mourir et qu'il va tomber. Mais lui, son but, c'est pas de mourir. Son but, c'est d'écraser les Philistins. Mhm. Et que si le prix à payer pour ça et sauver son peuple, c'est sa mort, il est prêt à le faire. Quand Judas Maccabée va percer l'éléphant, Pourquoi Ça veut dire tous ces que- exemples? ce suicide qui est une forme de don pour les autres, Et je parle pas je, de je- suicide. je le vois bien. Non, Caton, tu me cites Caton, ou d'autres, ou Sénèque, qui font le choix d'être libres par l'accès à la mort. Je te prends un exemple typique dans Masada. Mais les soldats israéliens vont s'engager à Masada pour dire jamais plus Masada. Jamais plus on considérera que notre seule espérance, c'est la mort. Jamais plus. C'est ça qu'ils font Non, mais c'est- en disant ça. C'est-à-dire, donc, on est vraiment dans le cadre de ce dont je parlais tout à l'heure, une société de vie. Et moi, je dis que Donc oui, une le société de judaïsme- vie permet d'envisager que certaines personnes décident Non, de mourir. le judaïsme qui vient avant la Grèce dit simplement, c'est une vision de foi et j'impose à personne ma foi, personne ni ma relation avec Dieu. C'est Dieu qui nous donne quelque chose qui s'appelle la vie. C'est un cadeau, permet de créer du lien, créer de l'espérance, créer tout ce qu'on veut. J'en suis pas maître, je dois assumer cela. Mais Maintenant, comment peux-tu dire que tu ne l'imposes le à monde, personne le monde en d'aujourd'hui, tant- et pardon, la Torah excuse-moi, nous dit, tu mais ne pardon. dois pour autant jamais souffrir. Et je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, et je t'assure que la position de l'Église aujourd'hui, elle est absolument pas et plus doloriste. Il n'y a pas une Je ne martyrologie parle pas d'une du souffrant. position doloriste, je dis que le dolorisme fait partie du christianisme Non. depuis toujours. Plus Et maintenant. Il a toujours été perçu comme D'accord. rédempteur. Pour moi, l'idée, c'est que dans cette histoire que tu proposes, et tu as raison, la vie, finalement, elle est aussi une rencontre avec les autres. Et l'autre est là pour faire cette bonne vie. Et le paradoxe, c'est qu'on veut nous proposer non plus une bonne vie,
Mais une bonne mort, euthanasie, c'est ça ce que ça dit. Euthanasie, c'est ce que ça dit. Une bonne mort. Et moi, je te dis, donne-moi une bonne vie plutôt qu'une bonne mort. Je me permets de relancer le débat avec une question qui m'est inspirée par votre dernier échange justement sur les considérations chrétiennes ou judéo-chrétiennes selon les moments dont vous parliez. À un moment, on vous a entendu, Raphaël Antoven, dans de précédents débats, dire que ce refus de l'euthanasie, en tout cas cette loi qui ne légifère pas sur l'euthanasie, était un des derniers reliquats de catholicisme dans notre loi et que ce serait une sorte de victoire de la laïcité que de pouvoir promouvoir l'euthanasie et ce serait une sorte de victoire contre le commandement judéo-chrétien du tu ne tueras point. Mais est-ce que pour vous, alors je vous laisserai expliquer exactement comment vous l'entendiez, mais ma question c'est, il se trouve que de fait nous héritons d'une vision de l'homme qui est judéo-chrétienne, notamment la proclamation de l'égalité de tous dans notre société est évidemment ancrée dans un logiciel judéo-chrétien et dans cette pensée-là. La laïcité même que vous invoquez est une fille lointaine de la distinction entre le spirituel et le temporel dans la pensée chrétienne. Est-ce que se dire il faut s'émanciper justement de ce référentiel-là, c'est une fin en soi? Et est-ce que il est bon pour vous en soi et comme argument de le faire? Alors d'abord, il y a deux choses. Il y a le tu ne tueras point. La lecture que j'en propose n'est pas celle du christianisme ni celle du judaïsme, c'est celle de Dostoïevski. C'est-à-dire, c'est l'idée que tu ne tueras point n'est pas un commandement, c'est un constat. Même quand tu tues, tu ne tues pas. Il y a quelque chose que tu ne tues pas quand tu tues. Il y a quelque chose qui survit au geste que tu fais. Que tu le veuilles ou non, tu ne tueras point. C'était l'argument qu'on pouvait opposer aux nazis. Vous pouvez nous tuer, mais vous ne tuerez point. Il y a quelque chose que vous ne tuerez pas. Il y a quelque chose qui n'est pas tuable. Il y a quelque chose qui ne peut pas être tué. Est-ce que seule la victime peut le dire, pas le bourreau? Tout le monde peut Vous voyez le dire. pourquoi il est fort? C'est un constat. Même quand on Mais- n'est pas d'accord, ça, ce qu'il vient de dire, c'est lumineux. Bon, Non, mais c'est vrai, c'est que la réalité, la on réalité, sera d'accord. mais vraiment, c'est que de cette lecture-là, moi, je vous ai proposé, tu n'assassineras pas. Mais évidemment, on dit à Caïn, tu crois avoir atteint Voilà, et tu n'as pas Abel, tué. mais tu as tué Abel, mais tu n'as pas tué l'idée d'Abel. Voilà. L'idée du bien, il perdure après Abel. Et Dieu fait même mieux. Dieu, dans la Bible, dit à Caïn, quiconque touchera Caïn, j'en ferai mon affaire. Personne n'a le droit de toucher Caïn. Je mets un signe sur lui. Ce que Victor Hugo a immortalisé par ce vers merveilleux. Et le signe, l'œil le voyait le fond de la tombe. C'est-à-dire que celui qui croit éteindre quelque chose de l'homme ne peut pas le faire in fine. Alors pourquoi essayer d'éteindre, de tuer quelqu'un, en fait, alors qu'on peut juste se dire, je n'aime pas cette personne. Je vais au bout. Je Adapté à la réponds question. à ça, Oui, à mais son alors, humanité, parce que si moi j'étais dans cette situation, je voudrais qu'on m'endorme et que Mais je sois tu peux enfin pas- paisible. on ne peut pas dire à la fois, tu ne tueras point est un... Oui, justement, puisque tu l'aimes, on ne peut pas dire à la fois, tu ne tueras point n'est pas seulement un commandement, c'est aussi un constat, et ensuite en refaire un commandement en expliquant que les médecins doivent s'imposer, comme leur serment d'Hippocrate, de ne pas tuer. D'ailleurs, l'argument du serment d'Hippocrate ne tient pas, puisque le texte du serment d'Hippocrate a été modifié au cours des siècles, et le premier texte prévoyait qu'on ne remettrait pas aux femmes de pesser abortif. Par conséquent, le serment d'Hippocrate aujourd'hui, sous forme de convention de Genève, existe sous telle forme aujourd'hui que le médecin doit respecter la dignité de son patient. Je ne sais plus exactement la formulation. Enfin, c'est parfaitement compatible avec le fait de donner la mort. Mais ça, je clôt cette parenthèse. Sur le tu ne tueras point, on ne peut pas à la fois dire tu ne tueras point relève du constat, parce qu'évidemment on peut tuer, mais en revanche il y a quelque chose qu'on ne tue pas quand on tue. Ça relève du constat et il faudrait se l'imposer à soi-même comme un commandement à la façon d'un héritage judéo-chrétien. J'en viens à cette question de laïcité. Bien sûr que c'est important cette histoire de laïcité. Bien sûr que c'est un enjeu de laïcité. La laïcité, ça n'est pas simplement le fait de croire ou de ne pas croire. La laïcité, c'est la liberté de conscience. C'est la liberté de penser avant de croire. Et en l'occurrence, l'enjeu de la laïcité, il y a ici, dans cette inconditionnée, c'est-à-dire dans le refus absolu de considérer que le fait d'aider à mourir soit un soin, alors que c'est le soin par excellence. C'est le soin par excellence. C'est le moment où on est au plus près de quelqu'un et au plus près de ses demandes et le plus à son écoute, dans le refus de le considérer comme un soin, dans le refus de considérer que, dans le fait de dire, pardon, mais on le pique et hop, et c'est terminé, alors que c'est si peu connaître la façon dont les choses se passent et l'attention qu'il faut et les semaines de discussion qui précèdent tout ça, dans ce refus irrationnel, proprement irrationnel, d'envisager ce qui existe déjà, mais que la loi refuse d'envisager, il y a, me semble-t-il, oui, une relique de religion qu'il faut extirper. Alors, moi je peux des vous règles dire, de la République. moi je vous dis que non,
Et je vais te dire pourquoi. Parce qu'avec l'une des personnes, pour moi, les plus fines, les plus équilibrées, les plus intelligentes sur cette question de fin de vie, qui est Monseigneur Pierre d'Ornelas, qui est l'évêque de Rennes. On a souvent participé ensemble, et d'ailleurs assez seul, à des commissions parlementaires, à des moments d'échange avec les uns ou les autres. Et je peux vous dire qu'on a considéré, lui et moi, que dans nos débats, dans ce qu'on essaye de partager avec les gens, je veux pas convaincre les gens, je veux simplement donner des arguments, jamais nous n'employons jamais, ni lui ni moi, Le Dieu ne tuera point. non, des arguments théologiques. Jamais. Parce que c'est pas audible pour la société française. Que moi je crois à ma façon de Dieu, que lui croit à sa façon de Dieu, c'est pas le problème de la société. Nous, on doit transcrire ce qu'on pense être une vision de l'humain avec nos valeurs, nos apports, nos textes, tout ce qu'on veut. On doit les transcrire en termes laïques, c'est-à-dire en termes audibles par l'ensemble de nos concitoyens. Les proposer, jamais les imposer. Et libre au législateur d'en faire son miel et de l'intégrer dans la pensée collective. Jamais nous n'avons voulu, jamais. Et en fait, rien n'est plus laïque en ce moment, que l'Église catholique et que le judaïsme. Je rajoute le protestantisme. Quand Monseigneur au Petit, je crois que c'est lui, parle d'une ligne rouge à propos d'une loi sur l'aide Il active parle à pas de la mourir. religion. Monseigneur au Petit, qui était vraiment... Alors, Non, mais là, quand il parle d'une ligne rouge, justement, alors là, pardon, quand Raphaël, il parle t'as pas d'une de ligne rouge. chance. T'as pas de Non, mais, chance. non, mais parce que attends, je vais au bout de ma question. Mais je Raphaël, vais au bout de ma question. non, mais- Quand il parle d'une ligne rouge, quand il s'autorise à parler d'une ligne rouge, quand il dit ceci ne doit pas être franchi, c'est-à-dire quand une association civile et privée, qui est l'Église, s'autorise à déclarer que ceci est une ligne rouge, c'est-à-dire s'adresse au législateur en lui disant si vous faites ça, ça va mal aller, ça te paraît quoi? Non, non. Scandaleux, indigne, tu as, c'est tu as, quoi? là, c'est un mauvais exemple que tu prends, mais c'est pas grave, tu sais pas tout. Pour la première fois, je peux dire enfin, c'est un truc que tu ne sais pas. Monseigneur au Petit est médecin. Mais je m'en fous. Non, 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 Mais non. c'est pas la question. non. Ah mais non, c'est un Il est chrétien qu'il parle là. médecin. Non, c'est Il un a- chrétien qu'il Non, parle. non, non, mais- pardon. Et il dit en tant que médecin, là, si on nous demande à nous, en tant que médecin, de faire un geste qui va contre nos convictions, c'est une ligne rouge parce qu'on Mais il propose. parlait pas au nom des médecins quand il a dit Je ça, suis il parlait d'accord. au nom des chrétiens. Disons, Mais sois pas de mauvaise foi. Non. Il parlait pas au nom des médecins quand il Mauvaise disait foi. ça. Il pourrait pas d'ailleurs. La majorité des médecins seraient en désaccord Tu me avec dis lui. moi de mauvaise foi. Mais oui. Il peut pas être schizophrénique et parler que d'une partie de lui et pas de l'autre partie de lui. Il parle de tout ce qu'il est, de là où il est, comme tu dirais, avec ta façon d'exprimer. De là où il est, c'est-à-dire aussi médecin, il dit, c'est une ligne rouge pour la société. Moi, je veux pas imposer à la société française. Personne ne Je l'a dis entendu simplement, comme médecin. il n'y a enfin. pas d'instance plus laïque, au sens de plus respectueuse de la liberté de croire ou de ne pas croire de la société que les religions aujourd'hui. Nous n'avons aucun désir d'imposer notre vision religieuse à la société. Donc Nous- l'histoire de ligne rouge, ça Justement. n'est pas un désir Non. d'imposer une Non. vision Justement. religieuse. C'est une S'il vous plaît. proposition. Il a dit en disant ligne rouge, Proposition. comme moi, j'ai parlé moi de rupture anthropologique. Ça fait moins guerrier, mais c'est la même chose. Non, parce que rupture anthropologique, je suis d'accord avec toi. C'est Mais une justement, rupture anthropologique. s'il vous Ah ben plaît. voilà, attends. Il a dit qu'il est d'accord avec moi sur rupture anthropologique. Si on passait à l'euthanasie, ce serait une rupture théologique. Alors là, Oui. je suis archi d'accord avec Oui, lui mais c'est quand il est justement d'accord avec moi. anthropologique que j'appelle de mes vœux. Oui. Justement, Monsieur Corsia, si c'est une rupture anthropologique, j'aimerais mettre cette phrase en regard avec une autre phrase qu'on entend très souvent, qui est, peut-être vous pourriez faire vôtre, Monsieur Antoven, vous nous direz, une fois que l'euthanasie passe ou que l'aide active à mourir, comme on dit aujourd'hui, passe, le croyant ou le juif, le chrétien ou celui qui tout simplement est contre l'euthanasie peut ne pas y recourir. Dès lors, pourquoi ne laisse-t-il pas cette loi passer et y recourant ceux qui en ont envie? Or, on sait qu'il y a toute une tradition judéo-chrétienne encore Non. dans laquelle la loi est un enjeu collectif et où l'homme ne peut pas se désintéresser de ce qui se fait dans sa société, de ce que promeut la loi et justement du projet qui est porté par l'ensemble de la législation. Mais que répondez-vous à cela précisément, Monsieur Corsia? Regarde, alors je vais vous répondre. Jamais je me bats pour les juifs. Jamais les catholiques se battent pour les catholiques. Jamais J'ai les une protestants question. pour les protestants. J'ai- On se bat. Non, on se bat, pardon. On donne notre écho, notre participation à la pensée collective et on accepte qu'une part de notre vérité meure, disparaisse pour faire entrer la part des autres. Quand je discute avec Raphaël, je ne suis pas d'accord sur tout, mais j'entends tellement cet argument et il le dit tellement bien que j'intègre une partie de ce qu'il dit, mais avec mes lignes rouges personnelles. Et même, je vais te dire mieux, je me suis toujours méfié des systèmes. D'abord, j'aime pas le mot euthanasie, surtout la fin du mot. Mais je me suis toujours méfié des systèmes qui changent les mots sans changer la réalité. Avant, il y avait des clodos, des clochards. Voilà.
Après, on a dit, c'est pas bien, clochard, on va dire sans domicile fixe. La vérité, ils avaient aucun domicile, ni fixe, ni rien du tout, hein. Alors après, on a dit, c'est trop dur sans domicile fixe, ça fait de la peine. On a dit SDF. SDF, c'est une abréviation, ça veut rien dire. Tu vois, SDF, ça te fait pas mal au cœur. SDF. Quand on dit, au lieu de dire assassinat, on dit euthanasie. Donc bonne mort, déjà, on endort ça. Et puis après, on dit suicide assisté. Après, on dit aide active à mourir. On va trouver quoi encore maintenant comme Non, mais c'est nouveau pas, mot? pardon, mais c'est pas des périphrases. C'est Faut dire des les choses précisément. périphrases pour Ce dire sont la pas des même périphrases. chose, sauf L'aide. qu'on n'ose pas assumer la ligne rouge franchie, la rupture anthropologique qui dit maintenant, on dit, on va là, ici, on paye des millions pour faire une lutte contre le suicide pour les jeunes, pour tout ce que tu veux, les vieux, les célibataires, les abandonnés, les paysans, etc., tous ceux qui sont dans le top de ceux qui se suicident. Et là, on va payer pour aider les gens à se suicider. Voilà. Et là, Mais c'est pas payé pour aider les gens à se suicider, enfin. bah si, C'est que la on va loi est là, encourager par la loi. c'est que la loi. On va dire mais c'est pas- bon, vous pouvez. Mais ça, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que quand on ne veut pas d'une loi, on considère que l'adoption de cette loi vaut promotion de la pratique qu'elle autorise. Il y avait les mêmes arguments au moment de l'IVG. L'adoption de l'IVG, c'est la promotion de Non. l'IVG. Attends, il y a C'est eu pas la même chose. étonnant. Mais juste, pardon, il y a eu la même chose au moment du mariage pour tous. L'adoption du mariage pour tous, c'est la promotion du mariage homosexuel. C'est-à-dire qu'en fait, on interprète une liberté Ah bah, supplémentaire. Attends, Je vais répondre à ça. on interprète une liberté supplémentaire comme la promotion du comportement qu'on désapprouve. Et de la même manière, avec l'adoption de la loi sur l'euthanasie ou sur l'aide active à mourir, on considère que c'est une promotion et un encouragement fait aux gens de mettre un terme à leur jour quand ils deviennent improductifs et qu'ils ne sont plus utiles à la société. Si, au passage, si le gouvernement avait ce genre de raisonnement en tête, eût-il fait le quoi qu'il en coûte en période de Covid qui a coûté des fortunes pour sauver précisément les gens les plus improductifs qui vivaient dans des EHPAD? J'en suis pas sûr. C'était d'ailleurs la grandeur de ce gouvernement d'expliquer que le sens de la politique, c'était aussi de sauver ceux qui, dans une société, produisaient le moins, étaient les plus âgés, étaient les plus en danger. Et ça me paraissait une Sauf que grandeur. j'ai dû me battre. Grandeur J'ai dû me politique. battre. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais Non, mais j'ai je dû me suis sûr battre. que tu as mené les bons combats à ce moment-là. C'est une autre histoire. Je veux pas rentrer là-dedans, là maintenant. C'est Mais important. en revanche, tant mieux, tant mieux. En revanche, la question est celle de la liberté. Jusqu'où sommes-nous libres? Jusqu'où peut-on être libre? Est-ce que quelqu'un qui Libre atteint dans une société. Dans une société. Ne prends pas une personne isolée dans sa liberté, mais je prends-la regrette, dans mais sa je- responsabilité par rapport aux autres, dans Mais cet acte Raïm, qui consiste à dire mais l'usage vous que êtes. tu fais de ta liberté Écoute, ne concerne voilà. pas la société la C'est plupart une du temps. façon de dire vous êtes tellement nul et tellement inhumain, tellement incapable de mettre du personnel pour me prendre la main, pour être auprès de moi, pour s'occuper de moi, que, tu sais quoi? Alors écoute, regarde les efforts qu'il faut faire pour trouver quelqu'un pour s'occuper de sa maman. Regarde ce qu'il faut payer pour Non, avoir ça, le ça, personnel non. en permanence. Mais je te dis, c'est une réalité que les gens Ne me vivent. dis pas- ne me dis Donc pas je ça te à moi. dis, Ne me dis pas parfois, ça. mais non, je te dis parce que je le vis, Pourquoi- je sais de pourquoi quoi je parle. Si je me permets une dernière question qui va peut-être être plus personnelle. Je vous la pose et vous nous dites, enfin, après vous pouvez aussi compléter si vous le souhaitez. Euh, Êtes-vous l'un et l'autre, de temps en temps, face à ce débat et surtout face à la question à la fois très fondamentale anthropologiquement et très intime, êtes-vous de temps en temps saisi par le doute quant à la position que vous défendez? Alors, moi, je peux répondre très simplement. Je vois la différence dans les débats. Et là, je sais que nous sommes sur la même ligne, parce que je viens de le comprendre à l'instant. Entre ceux qui ont vécu les choses réellement et ceux qui en parlent en théorie. Ceux qui ont vécu et qui ont accompagné, je les sens plus pondérés. Je les sens plus capables d'entendre aussi les arguments. Et moi, je sais, parce que j'ai accompagné, c'est aussi ma fonction d'accompagner les réflexions des gens. Jamais je dis faites ci ou faites ça. Jamais. Parce que c'est pas moi qui vais assumer ensuite. Mais je les accompagne, j'accompagne cette réflexion. Et il m'arrive de donner des arguments pour déculpabiliser ceux qui se disent est-ce qu'on n'aurait pas dû se battre pour aller plus loin, Je leur dis mais attention, il y a aussi le risque majeur d'un mot qu'on n'a pas prononcé une seule fois, ni Raphaël ni moi, et c'est ma faute. Il y a le risque de l'acharnement. C'est-à-dire ce que la loi interdit. La loi dit attention, respectez. Ne vous acharnez pas à faire des choses qui ne servent à rien. C'est nos capacités de réanimation qu'on crée énormément de ces cas. C'est nos capacités à faire durer les choses qui ont créé des situations. Jamais Vincent Lambert y aurait eu ce cas s'il n'y avait pas eu nos capacités de réanimation. Jamais. Donc en fait, c'est nous qui créons quelque chose et on doit aussi être capable, habité par le doute. Voilà pourquoi moi je condamne rien, mais je dis simplement la loi aujourd'hui
elle donne la possibilité de faire. Oui, en fait, dans cette sorte de zone grise qui est la zone du cas de conscience, qui est la zone la plus importante du citoyen, celle où sa liberté s'accomplit vraiment. Je fais ou je fais pas. Comment j'analyse l'attente de cette personne, l'attente de la société, l'attente de la loi et mon âme à moi. Et je mets tout ça ensemble et à la fin, je produis une décision, mais je la produis pas seul. Non, bien Avec la sûr. famille, le patient évidemment, s'il peut l'exprimer, l'équipe soignante, toute l'équipe soignante. Et il m'est arrivé d'être sollicité par des équipes soignantes qui n'arrivaient pas à parler avec des familles. Vous savez ce que j'ai fait? J'étais donc dans mon bureau, dans une réunion audio avec, là-bas il y avait la famille et l'équipe soignante, ils n'arrivaient pas à se parler. Je leur ai dit, écoutez, l'équipe soignante, vous êtes avec la personne full time. La famille, elle vient le voir 1h30, ok? Permettez à sa femme et à sa fille de venir faire les toilettes le matin avec vous. Au bout d'une semaine, ils étaient tous d'accord. Donc parfois, il faut faire se rencontrer réellement les avis des uns des autres pour que une solution d'intelligence humaine, de compréhension, puisse se construire, puisse advenir. Mais moi, je refuse des positions tranchées. Je dis simplement, qu'est-ce qu'on a besoin d'inscrire dans notre loi? L'idée que oui, on peut faire sauter un verrou. Si tu préfères sauter un verrou que ligne rouge, je te propose ça. On fait sauter un verrou, il y aurait dans la loi l'idée qu'on va tuer quelqu'un. J'accepte pas ça. On ne fait pas sauter un verrou, on ratifie un état de fait. Et on met du cadre légal et réglementaire dans une situation qui, pour l'heure, se fait en cachette et parfois dans des conditions déplorables, précisément parce qu'il n'y a pas le cadre légal pour ces situations-là. Et sur cette question du doute, je parlerai non pas de doute, mais d'intranquillité. D'intranquillité nécessaire. Ce que je veux dire, c'est que c'est une position camusienne. Quelle que soit la position à laquelle on adhère, on ne doit pas la vivre tranquillement. On ne peut pas vivre tranquillement la position qui consiste à dire la loi est bien comme ça, je m'en lave les mains. Il y a des gens qui veulent mourir, qui n'ont pas le droit de mourir, eh ben ils meurent quand même en cachette, on n'a pas le droit. La phrase de Canguilhem, monstrueuse, le médecin peut le faire, mais la loi ne doit pas l'autoriser. Et alors, les gens qui pensent ça, mais ils ont le droit de le penser, mais le critère n'est pas ce qu'ils pensent, c'est la qualité du rapport à ce qu'ils entretiennent à ce qu'ils pensent. Et ce rapport doit être un rapport d'intranquillité. C'est-à-dire une personne qui pense comme ça doit être troublée dans son système par le cas de figure d'une personne atteinte de la maladie de Charcot qui en a pour des années à moins d'accélérer le processus, par exemple. Mais à l'inverse, on ne peut pas être dans la tranquillité, avoir la conscience en paix, et il ne faut pas l'avoir quand on défend l'aide active à mourir, parce que ça reste un geste létal, et en soi, l'adhésion à ce point de vue-là, même fût-ce au nom de la liberté, impose d'être vécu par celui qui y adhère de façon intranquille. Et ça, c'est un des problèmes du débat, et là je pense qu'on sera d'accord, c'est un des problèmes du débat, c'est que dans ce débat, bien souvent, les positions des uns et des autres sont caricaturées. On présente les partisans de l'aide active à mourir comme des... On présente les partisans de l'aide active à mourir comme des barbares qui veulent tuer, qui piquent et c'est terminé. On présente les adversaires de l'aide active à mourir comme des bigots brontosaures qui viennent d'une autre époque et qui refusent de regarder la réalité en face. Les choses sont plus complexes. L'essentiel, me semble-t-il, c'est pas la zone grise que ménage la loi. Ça, je trouve ça insupportable. Pour moi, c'est inacceptable. En revanche, c'est la zone grise qui ménage la possibilité du dialogue. C'est-à-dire, c'est la capacité à ne pas être serein quand on défend une thèse dans ce débat. Il est essentiel de ne pas être serein, de rester intranquille. Et on est privé de cette liberté par la caricature de ses propres arguments. Vous vous adressez à quelqu'un qui vous traite de je sais pas quoi, alors vous êtes en position défensive et vous ne pouvez pas vous-même faire valoir votre propre intranquillité sur la question. Donc j'insiste là-dessus, moi. C'est plus que le doute, parce que j'ai aucun doute sur la nécessité de la loi. En revanche, il me paraît que l'intranquillité dans l'adhésion même, au point de vue qui est le mien, est une condition essentielle de la discussion. Je suis d'accord vraiment avec Raphaël, mais je reste toujours questionné, percuté par la réalité des souffrances des uns et des autres, qu'on peut accompagner, qu'on connaît. Et c'est justement ça, ces cas de conscience qu'on se pose en permanence pour cette loi et pour d'autres. Il n'y a aucune loi qui va régler parfaitement une situation. Je travaille sur la loi toute ma vie, c'est le Talmud, c'est l'étude de la vie. Je suis d'accord.
et je fais justement le choix de la vie, c'est-à-dire en fait du doute. Que c'est pas moi qui le dis. Dubito. C'est bien de parler en latin dans cet espace. Très bien. Dubito, ergo cogito. Cogito ergo sum. Sum ergo dos est. Donc, dubito ergo dos est. Je Amen. vous propose d'en rester à cette conclusion et je vous remercie tous les deux pour votre participation à ce Merci. débat. Merci. Amen.